Teresa Cremisy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous dirigez les éditions Flammarion depuis maintenant 2005. Cette prestigieuse maison d'édition vient d'être achetée par Gallimard, non moins prestigieuse maison, au terme d'un processus qui a duré à peu près 6 mois de mise en vente. Ça a été très long. Je voulais savoir comment est-ce que vos employés et vos auteurs ont vécu cette période un peu troublée. Ça a été très long pour moi. Parce que je me suis appliquée à être neutre, calme, attentive. Et je crois long pour les autres. Mais je ne dirais pas que ça a été plus que la curiosité quotidienne, bien sûr, insistante, bien sûr, mais pas d'angoisse. Et comment est-ce qu'ils ont accueilli le fait que ce soit Gallimard qui finalement ait emporté ? Avec la curiosité reste, puisque oui, nous sommes au seuil d'une grande aventure quand même, et peut-être une curiosité légèrement inquiète, mais c'est très positif. Alors, vous avez été la plus proche collaboratrice d'Antoine Gallimard, de 1989 à 2005, avant que vous partiez chez Flammarion. Vous allez vous retrouver travailler avec lui. Pour vous, c'est une chance? C'est un nouveau défi? Écoutez, en tout cas, vu de l'extérieur, c'est romanesque. Oui, on ne peut pas dire que ce ne soit pas. C'est une drôle d'histoire. Voilà un homme qui a d'abord été pendant 15 ans mon ami, ensuite mon patron, ensuite mon concurrent, et maintenant mon actionnaire. Donc, vous voyez, l'histoire est très, très amusante. Vous allez mener tous les deux l'intégration. Comment est-ce qu'on vous allez faire un petit peu entre les deux maisons? Je fais la grimace au mot intégration. Je pense que Antoine Gallimard et sa holding, en achetant Flammarion, font quelque chose d'assez unique. Il va y avoir 2 grands vaisseaux qui vont suivre des routes parallèles. Les routes vont se croiser, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire en commun, mais il y a aussi la possibilité de voir ces 2 bateaux s'épauler, s'aider sur une voie parallèle. Il est important de garder Ça veut dire que vous allez maintenir une certaine, j'allais dire, autonomie, voire même indépendance de vos maisons d'édition. Je rappelle, vous avez Flammarion, donc en littérature. J'ai lu en poche Casterman, en bande dessinée, et La Jeunesse, les éditions Autrement. D'autres maisons, d'autres marques, comme Autrement, comme Aubier, comme voilà. Toutes ces marques vont conserver une certaine autonomie, c'est ça? Ça, c'est une règle universelle de l'édition. Les marques, comme on dit dans le commerce, mais surtout les marques d'édition correspondent à un goût littéraire ou à un goût éditorial ou à un goût tout court. Et si vous préservez le goût, vous préservez la valeur. On préserve la diversité. Alors, il y a des choses que le grand public ne voit pas, c'est ce qu'on appelle les structures de distribution. Flammarion en a, Gallimard en a. Ça, on peut intégrer ça? Même si vous n'aimez pas tout à fait le mot intégration? Non, on peut les rapprocher, mais aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Ce sont 2 structures extrêmement efficaces qui travaillent à plein régime. Donc le problème ne se pose pas maintenant. Et elles travaillent de manière assez différente en distribuant d'autres maisons d'édition, Actes Sud pour nous, une série de maisons d'édition prestigieuses pour Gallimard, petites et grandes. Donc, elle travaille à plein régime. Et alors, au niveau de vos auteurs, alors vous éditez Michel Houellebecq, qui est votre auteur phare. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il soit tenté d'aller voir dans le bureau d'à côté la prestigieuse collection blanche, par exemple, de Gallimard? Écoutez, les auteurs pouvaient aller voir la prestigieuse collection blanche même avant, hein. Peut-être plus avant d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que quand un auteur change, c'est parce que quelque chose s'est cassé. D'accord. Les auteurs ne changent pas pour un intérêt extérieur banal. Donc ils sont attachés à leur catalogue, les œuvres déjà sorties, à leur éditeur, à leur attaché de presse, à l'environnement. Si tout ça fonctionne, ils n'ont pas de raison de changer. Si ça ne fonctionne pas, ben ça existait avant. Hein. Les transferts d'auteurs ont toujours existé. D'accord. Donc il y aura assez peu de transferts entre Flammarion et Gallimard, voire même entre Gallimard et Flammarion. On peut les imaginer dans les deux sens. Il y a eu des gens qui faisaient des passerelles. Hein. Oui. Jean-Christophe Ruffin, François-Olivier Gisbert, selon
l'intérêt de leurs œuvres se permettait de faire un livre chez Flammarion. Donc. Alors, le grand sujet de l'édition en ce moment, c'est le numérique. Vous aviez déjà construit avec Flammarion une plateforme numérique qu'on appelle Eden, mais sans aller tout à fait, parce que je crois que le numérique représente à peu près 1% des ventes. Donc, voilà. Quand est-ce que vous allez lancer le top départ du numérique ? Alors, le top départ a été lancé donc avec Eden. Nous sommes 3, Gallimard, Flammarion et Le Seuil, c'est qui sont les fondateurs de Eden. Eden est un distributeur. Et donc, il met à la disposition, en vrai distributeur, des libraires, des centres de vente, d'Amazon, des bibliothèques, le catalogue au fur et à mesure qu'il est numérisé, et au fur et à mesure que nous avons les droits. Le top départ, il a déjà été donné. Oui. Si aujourd'hui, en France, en langue française, ce n'est pas l'explosion, ce n'est pas faute d'y avoir mis les moyens et les structures. Elles existent. Nous voyons une montée en puissance. Nous voyons que le chiffre d'affaires se développe. Je pense que cette année, je dois avoir budgété autour de 900 000 €. C'est pas rien. Les structures existent pour les auteurs aussi, puisque dans le relevé de compte, ils verront le relevé de la première édition, du poche, de l'étranger et du numérique. Mais voilà. On voit aux États-Unis aujourd'hui, dans les ventes, dans les nouvelles ventes hardcover, elles explosent. Elles explosent, c'est à 20%. En France, c'est 1%. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème d'environnement juridique et fiscal, puisqu'on a vu que le gouvernement a décidé d'aligner la fiscalité des livres numériques sur celle du livre papier, et il vient d'être mis en demeure par Bruxelles pour éviter de faire cet alignement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, je ne vais pas commenter les décisions de Bruxelles sur un plateau, mais je vais répondre à votre question d'une autre manière. Je ne crois pas qu'on n'achète pas un livre numérique parce que la fiscalité est trop forte ou parce qu'elle change. Je pense que l'achat du livre numérique est aujourd'hui destiné à de grands lecteurs qui achètent déjà du papier, qui ont la possibilité d'acheter en poche des éditions magnifiques à très bas prix. Donc, il se développe de manière douce, pas du tout galopante. En usage complémentaire. Mais je vais vous dire, par exemple, notre best-seller, je crois que c'est vraiment Michel Houellebecq, dans La Carte et le Territoire. Et Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, a vendu 620 000 exemplaires en France, en langue française, pardon. En numérique, c'est autour de 3 000. Oui. Donc, le prix est plus attractif, bien sûr. Oui. Environ 30-35% de moins que le prix en physique. Public en physique, mais il y a 3 000 lecteurs et pas 600 000. Donc ça veut dire que l'usage n'est pas encore tout à fait développé. Teresa Crémizy, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci à vous.